Le 8 juillet 1545, dans les sombres couloirs du palais de Valladolid, naît celui qui deviendra l'une des figures les plus terrifiantes de l'histoire européenne. Don Carlos d'Autriche voit le jour dans une mare de sang qui préfigure déjà son destin tragique. Sa mère, Marie-Manuelle de Portugal, succombe 4 jours après l'accouchement, emportant avec elle tout espoir d'une enfance normale pour ce nouveau-né. Cette mort précoce n'est que le premier acte d'une tragédie qui va se jouer sur 23 années. Philippe II, occupé par les affaires de l'Empire, abandonne son fils aux soins de ses tantes, les infantes Doña Maria et Doña Juana. L'enfant grandit ainsi dans un environnement froid, dépourvu de l'affection paternelle qui aurait pu compenser les tares dont il hérite. Car Don Carlos ne naît pas seulement orphelin de mère, il naît porteur d'un poison génétique qui va déterminer toute son existence. Ses parents sont doublement cousins germains, une aberration consanguine qui fait de lui un condensé des pires tares héréditaires des Habsbourg. Là où un enfant normal possède 8 arrière-grands-parents distincts, Don Carlos n'en compte que 4. Cette concentration génétique va produire un être physiquement et mentalement déficient. Les premières manifestations de cette dégénérescence apparaissent rapidement. L'enfant souffre de malformations visibles, d'un bégaiement persistant qui l'accompagnera toute sa vie, et surtout d'une instabilité mentale qui va s'aggraver avec l'âge. Ces crises de violence dépassent largement les colères ordinaires de l'enfance pour atteindre une intensité qui terrorise son entourage. En 1554, Philippe II confie l'éducation de son fils à l'humaniste Honorato Joan, espérant sans doute qu'une instruction de qualité pourra compenser les déficiences naturelles de l'enfant. Mais les résultats sont catastrophiques. Don Carlos se révèle incapable d'assimiler les enseignements les plus élémentaires, non par paresse, mais par une incapacité fondamentale de son esprit dérangé. L'humaniste découvre avec horreur que son élève manifeste des penchants sadiques préoccupants. Don Carlos prend un plaisir évident à torturer les animaux, développant des méthodes de plus en plus raffinées pour infliger des souffrances aux créatures sans défense. Cette cruauté n'est pas le simple manque d'empathie d'un enfant mal éduqué, c'est une perversion profonde qui révèle un esprit déjà corrompu. Les domestiques du palais apprennent rapidement à éviter le jeune prince. Ses accès de rage sont imprévisibles et d'une violence qui dépasse tout ce qu'on peut attendre d'un enfant. Il frappe, mord, griffe avec une férocité animale, comme si une bête sauvage avait pris possession de son corps d'enfant. Ses compagnons d'études, Don Juan d'Autriche et Alessandro Farnèse, témoignent de comportements inquiétants. Don Carlos alterne entre des phases d'affection excessive et des explosions de haine inexplicables. Il peut caresser tendrement un animal avant de le tuer de sang-froid quelques minutes plus tard, observant son agonie avec une fascination morbide. Cette dualité permanente entre douceur feinte et violence extrême devient la caractéristique principale de sa personnalité. Les courtisans ne savent jamais à quel Don Carlos ils ont affaire, le prince charmant capable de conversations brillantes ou le monstre prêt à frapper sans préavis, reconnu héritier du trône par les Cortes de Castille en 1560, Don Carlos semble pourtant de moins en moins apte à assumer un jour le pouvoir. Ses 15 premières années se caractérisent par une absence presque totale de contact avec son père, créant chez lui un sentiment d'abandon qui nourrit une rage sourde. Philippe II, toujours absent, ne communique avec son fils que par lettres froides et instructions officielles. Cette relation désincarnée prive Don Carlos de tout modèle paternel, l'abandonnant à ses démons intérieurs, sans guide ni limite. Les témoins de l'époque rapportent des incidents de plus en plus troublants. Don Carlos développe une obsession pour les armes blanches, passant des heures à caresser les lames avec une expression qui glace le sang. Il collectionne couteaux, poignards et épées avec la passion d'un amateur d'art, mais son intérêt dépasse largement la simple curiosité. Ses domestiques découvrent qu'il s'entraîne secrètement au maniement des armes, non pas comme un noble apprenant l'escrime, mais comme un assassin perfectionnant ses techniques. Il teste différentes façons de frapper, observe les effets de diverses blessures sur des animaux,
prend des notes sur l'efficacité de chaque méthode. Cette approche méthodique de la violence révèle un esprit qui conserve sa lucidité malgré la folie. Don Carlos n'est pas un démon incohérent, c'est un psychopathe organisé qui planifie soigneusement ses actions. Cette lucidité partielle rend ses projets d'autant plus terrifiants. Les premiers signes de troubles sexuels apparaissent également à cette époque. L'ambassadeur de France, Saint-Sulpice, note que Don Carlos semble éprouver une attirance exclusive pour les hommes, particulièrement pour son oncle Don Juan d'Autriche. Cette orientation sexuelle, scandaleuse pour l'époque, ajoute à l'isolement du prince. En 1559, un événement va transformer la haine latente de Don Carlos en obsession meurtrière. Philippe II épouse Élisabeth de Valois, princesse française qui était initialement destinée à devenir l'épouse de Don Carlos. Cette substitution matrimoniale, dictée par la raison d'État, représente pour le prince une humiliation insupportable. Philippe II a pris cette décision en pleine connaissance de cause, conscient que son fils est devenu inapte au mariage et à la procréation. Les rapports médicaux de l'époque confirment que Don Carlos souffre d'impuissance et de malformations génitales qui rendent toute descendance impossible. Mais Don Carlos interprète cette décision comme une trahison personnelle. Dans son esprit dérangé, son père lui a volé sa fiancée par pure méchanceté. Cette conviction va nourrir une haine qui ne cessera de croître jusqu'à devenir littéralement meurtrière. Le prince développe alors une obsession malsaine pour Élisabeth de Valois. Il l'épie, la suit dans les couloirs du palais, tente de la surprendre dans ses appartements privés. Cette persécution discrète mais constante terrorise la jeune reine, qui comprend instinctivement le danger que représente son beau-fils. Les courtisans rapportent des scènes troublantes où Don Carlos fixe Élisabeth avec une intensité qui met mal à l'aise toute l'assistance. Son regard n'exprime ni amour ni désir, mais une forme de possession maladive qui glace le sang de ceux qui en sont témoins. Cette fixation sur sa belle-mère révèle l'incapacité totale de Don Carlos à distinguer entre réalité et fantasme. Il se convainc qu'Élisabeth partage ses sentiments, interprétant sa politesse forcée comme des encouragements secrets. Cette déconnexion du réel va s'aggraver progressivement. Les années 1565-1567 marquent une dégradation spectaculaire de l'état mental de Don Carlos. Ses crises de violence se multiplient et gagnent en intensité. Il s'en prend désormais ouvertement aux membres de la cour, n'hésitant pas à frapper des nobles de haut rang pour des motifs futiles. Un incident particulièrement révélateur se produit quand Don Carlos agresse physiquement le duc d'Albe, l'un des hommes les plus puissants d'Espagne. Cette attaque, qui aurait pu coûter la vie au prince si le duc avait riposté, montre à quel point Don Carlos a perdu tout sens des réalités. Philippe II comprend alors que son fils représente un danger immédiat pour la stabilité du royaume. En 1564, il fait discrètement venir en Espagne les archiducs Rodolphe et Ernest de Habsbourg, ses neveux, préparant ainsi une succession alternative. Cette décision n'échappe pas à Don Carlos, qui y voit la confirmation définitive de son rejet. Sa rage se transforme en haine pure, dirigée principalement contre son père, mais s'étendant progressivement à tous ceux qui l'entourent. Le prince commence à tenir des propos de plus en plus incohérents sur ses droits bafoués et la vengeance qu'il compte exercer. Il évoque ouvertement la possibilité d'éliminer physiquement ceux qui se dressent sur son chemin, commençant par Philippe II lui-même. Ces menaces ne sont plus les divagations d'un esprit dérangé. Elles s'accompagnent de préparatifs concrets. Don Carlos accumule secrètement des armes dans ses appartements, étudie les habitudes de son père, note ses déplacements et ses moments de vulnérabilité. En 1565, Don Carlos tente une première évasion vers les Pays de Flandre. Ce projet, mal organisé et rapidement déjoué, révèle néanmoins l'ampleur de sa déconnexion mentale. Le prince semble croire qu'il peut simplement quitter l'Espagne et se faire reconnaître ailleurs comme souverain légitime. 2 ans plus tard, il tente une nouvelle évasion vers l'Allemagne, espérant trouver refuge auprès de ses cousins autrichiens. Cette seconde tentative échoue également, mais elle confirme la détermination du prince à échapper au contrôle paternel.
Ces projets d'évasion s'accompagnent de contacts de plus en plus compromettants avec les ennemis de l'Espagne. Don Carlos établit des liens secrets avec les rebelles des Pays-Bas, leur promettant son soutien dans leur lutte contre Philippe II. Cette trahison dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer de la part d'un prince héritier. Pour Philippe II, champion du catholicisme européen, l'alliance de son fils avec les protestants flamands représente non seulement une trahison politique, mais aussi une apostasie religieuse. Don Carlos va plus loin, en promettant aux rebelles de prendre personnellement la tête de leur mouvement. Il rêve de marcher sur Madrid à la tête d'une armée étrangère pour renverser son père et s'emparer du trône par la force. Ces projets grandioses révèlent l'ampleur de ses délires de grandeur. Don Carlos, incapable de gérer sa propre existence, s'imagine dirigeant une guerre civile et gouvernant un empire. Cette démesure entre ses capacités réelles et ses ambitions montre à quel point il a sombré dans la folie. Les contacts de Don Carlos avec les Pays-Bas révoltés s'intensifient en 1567. Il établit des relations directes avec le marquis de Berg et le baron de Montigny, nobles impliqués dans la rébellion contre l'autorité espagnole. Ces correspondances secrètes, menées par l'intermédiaire d'agents discrets, révèlent les intentions véritables du prince. Il ne s'agit plus simplement d'une rébellion filiale, mais d'une véritable trahison d'État orchestrée par l'héritier du trône. Don Carlos promet aux rebelles flamands un changement radical de politique s'il accède au pouvoir. Il s'engage à leur accorder l'autonomie religieuse et politique qu'ils réclament, allant jusqu'à envisager une alliance avec les puissances protestantes européennes. Cette promesse révèle soit une naïveté politique extrême, soit une volonté délibérée de démanteler l'empire paternel. Dans les deux cas, elle confirme l'incapacité totale de Don Carlos à comprendre les enjeux géopolitiques de son époque. Les agents de Philippe II interceptent progressivement ces correspondances, révélant l'ampleur de la conspiration. Le roi découvre avec horreur que son propre fils est devenu le principal espoir des ennemis de l'Espagne. Cette découverte achève de convaincre Philippe II que Don Carlos représente un danger mortel pour l'Empire. La décision d'agir devient inévitable, malgré les liens du sang et les conséquences diplomatiques prévisibles. Parallèlement à ses contacts avec les rebelles flamands, Don Carlos développe un projet encore plus monstrueux, l'assassinat de son père. Cette idée, qui germe progressivement dans son esprit dérangé, devient rapidement une obsession dévorante. Le prince étudie méthodiquement les habitudes de Philippe II, notant ses horaires, ses déplacements, ses moments de solitude. Il repère les failles dans la sécurité royale, identifie les occasions propices pour frapper. Cette planification minutieuse révèle que Don Carlos conserve assez de lucidité pour organiser un crime complexe. Sa folie n'altère pas ses capacités d'analyse et de préparation, ce qui rend ses projets d'autant plus dangereux. Le prince fait installer dans ses appartements une serrure à secret, confectionnée par un artisan français qui ne peut s'ouvrir que par lui. Cette précaution montre qu'il craint la découverte de ses préparatifs et qu'il mesure les risques de son entreprise. Don Carlos accumule discrètement un arsenal personnel, dissimulé dans divers endroits de ses appartements. Il fait fabriquer des pistolets de petite taille, faciles à dissimuler, spécialement conçus pour un usage discret. Ces armes ne sont pas destinées à un usage militaire traditionnel, mais à un assassinat en tête-à-tête. Leur conception révèle l'intention du prince de frapper son père dans l'intimité, profitant d'un moment de confiance ou de vulnérabilité. L'aspect le plus troublant du projet de Don Carlos réside dans sa dimension religieuse. Le prince, élevé dans la foi catholique la plus stricte, cherche une justification spirituelle à son projet parricide. Il consulte secrètement plusieurs prêtres, leur exposant son dilemme moral. Don Carlos explique qu'il nourrit une haine mortelle contre quelqu'un et souhaite néanmoins communier en public. Il exige qu'on lui présente une hostie non consacrée pour préserver son âme. Cette demande révèle une perversion de la pensée religieuse qui dépasse la simple folie. Don Carlos veut littéralement tromper Dieu en feignant la communion tout en préparant un meurtre. Cette hypocrisie spirituelle montre l'ampleur de sa corruption morale. Le prince développe sa propre théologie qui lui permet de concilier foi chrétienne et projet parricide. Il se convainc que l'élimination de Philippe II est nécessaire au bien de l'Espagne.
et donc conforme à la volonté divine. Cette rationalisation religieuse lui procure la tranquillité de conscience nécessaire pour passer à l'acte. Don Carlos ne se considère plus comme un fils dénaturé, mais comme un instrument de la justice divine. Cette dimension messianique de ses projets révèle l'ampleur de ses délires de grandeur. Le prince se voit en sauveur de l'Espagne, libérant le pays de la tyrannie paternelle pour restaurer la vraie foi. Au début de l'année 1568, Don Carlos accélère ses préparatifs. Il organise méthodiquement l'attentat contre son père, choisissant le moment et le lieu les plus propices. Le prince installe dans la ruelle de son lit un coffre rempli d'armes à feu, facilement accessible en cas d'urgence. Cette disposition révèle qu'il envisage également la possibilité d'un combat si ses plans sont découverts. Don Carlos fait fabriquer des pistolets d'invention nouvelle, suffisamment petits pour être portés en permanence sans être détectés. Ces armes, conçues spécialement pour lui, témoignent du caractère prémédité de ses intentions. Le prince étudie les rituels de la cour, identifiant les moments où Philippe II est le plus vulnérable. Il envisage plusieurs scénarios, une audience privée, une rencontre familiale, une cérémonie religieuse. Ces différentes options révèlent l'ampleur de sa planification. Don Carlos ne compte pas sur la chance ou l'improvisation, il prépare méthodiquement plusieurs possibilités d'action. Le prince teste discrètement ses armes, s'entraîne au tir, évalue les distances et les angles. Cette préparation technique montre qu'il ne s'agit plus d'un fantasme mais d'un projet concret proche de l'exécution. Les agents de Philippe II surveillent discrètement Don Carlos depuis plusieurs mois, alertés par ses comportements de plus en plus suspects. Ils interceptent progressivement ses correspondances avec les rebelles flamands et repèrent ses contacts secrets. Cette surveillance révèle l'ampleur du complot. Don Carlos ne prépare pas seulement un assassinat, mais une véritable révolution qui doit renverser l'ordre établi en Espagne. Les espions royaux découvrent également l'arsenal caché dans les appartements du prince. Cette découverte confirme les pires craintes de Philippe II sur les intentions de son fils. Le roi se trouve alors confronté à un dilemme terrible. Comment arrêter son propre héritier sans provoquer un scandale diplomatique majeur? Comment révéler au monde que le prince d'Espagne projette d'assassiner son père? Philippe II consulte ses plus proches conseillers, notamment le duc d'Albe et le cardinal Espinosa. Tous sont unanimes. Don Carlos représente un danger immédiat qui ne peut plus être toléré. La décision d'agir est prise dans le plus grand secret. Seuls quelques hommes de confiance sont informés du plan d'arrestation prévu pour neutraliser Don Carlos avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Le 13 janvier 1568, Philippe II ordonne des prières publiques dans toutes les églises de Madrid. Cette demande d'inspiration divine révèle l'ampleur de son déchirement face à la décision qu'il s'apprête à prendre. Dans la nuit du 18 janvier, Philippe II entre personnellement dans la chambre de Don Carlos, accompagné du comte, de Lerme et de quelques gardes triés sur le volet. Cette présence royale révèle l'importance accordée à l'opération. Don Carlos dort si profondément que le comte de Lerme peut retirer sans l'éveiller les pistolets qu'il tient sous son chevet. Cette facilité montre que le prince ne s'attendait pas à une action immédiate. Le réveil de Don Carlos est dramatique. Découvrant son père dans sa chambre, entouré de gardes, il comprend immédiatement que ses projets ont été découverts. Son cri désespéré « Je suis mort !» révèle sa conscience de la gravité de la situation. Voyant Philippe II s'emparer de la cassette contenant ses correspondances secrètes, Don Carlos entre dans une rage désespérée. Il se jette tout nu dans le brasier allumé dans sa cheminée, préférant mourir brûlé plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Cette tentative de suicide spectaculaire confirme la culpabilité du prince. Un innocent n'aurait pas eu cette réaction extrême face à une simple perquisition. Sauvé de justesse des flammes, Don Carlos est immédiatement transféré dans une cellule aménagée spécialement pour lui dans l'Alcazar de Madrid. Cette prison dorée devient son tombeau vivant pour les 6 derniers mois de son existence.
La cellule est entièrement démeublée, ne conservant qu'un simple matelas posé à même le sol. Cet dépouillage radical vise à empêcher toute tentative de suicide ou d'évasion. Don Carlos se retrouve ainsi littéralement emmuré vivant, coupé de tout contact avec l'extérieur. Cette isolation totale va accélérer sa dégradation mentale déjà avancée. Les gardiens reçoivent des instructions strictes, surveiller le prisonnier en permanence, l'empêcher de se faire du mal, mais ne lui accorder aucun privilège de rang. Le prince héritier d'Espagne est traité comme le plus vulgaire des criminels. Cette détention représente une rupture complète avec les usages de l'époque. Jamais un prince de sang royal n'avait été emprisonné dans de telles conditions par son propre père. L'Inquisition ouvre parallèlement une procédure contre Don Carlos, l'accusant d'hérésie et de trahison. Cette condamnation religieuse ajoute l'infamie spirituelle à la déchéance politique. Les 6 mois d'emprisonnement de Don Carlos sont un calvaire indescriptible. Privé de tout contact humain normal, le prince sombre dans une folie de plus en plus profonde. Ses gardiens rapportent des comportements de plus en plus erratiques. Don Carlos passe des heures entières à hurler contre les murs, à se frapper la tête contre les pierres, à tenir des discours incohérents adressés à des interlocuteurs imaginaires. Le prince alterne entre des phases de prostration complète et des accès de rage incontrôlables. Il refuse souvent de se nourrir pendant des jours entiers, puis se jette avec voracité sur la nourriture qu'on lui apporte. Ces jeûnes répétés, combinés à son état mental dégradé, ruinent rapidement sa santé déjà fragile. Don Carlos, qui n'avait jamais été robuste, perd rapidement du poids et des forces. Les médecins qui l'examinent discrètement constatent une dégradation physique accélérée. Le prince semble littéralement se consumer de l'intérieur, rongé par la rage et le désespoir. Philippe II, malgré sa décision de fermeté, souffre visiblement de cette situation. Les témoins rapportent qu'il vieillit brutalement pendant ces 6 mois, rongé par le remords et l'inquiétude. En juillet 1568, l'état de Don Carlos se dégrade brutalement. Le prince refuse presque totalement de s'alimenter, ne consentant qu'à grignoter quelques fruits de temps en temps. L'ambassadeur français Fourquevaux, informé de la situation, suit l'évolution du prisonnier avec attention. Ces dépêches révèlent l'intérêt diplomatique que suscite le sort du prince héritier. Le 21 juillet, Fourquevaux rapporte que Don Carlos n'a mangé que quelques prunes en 8 jours. Cette inanition volontaire révèle peut-être une dernière forme de résistance, la seule qui lui reste. Les médecins s'inquiètent de cet état de maigreur extrême, mais le prince refuse obstinément tout traitement. Il semble avoir définitivement renoncé à la vie, attendant la mort comme une délivrance. Philippe II, informé de la dégradation de son fils, hésite sur la conduite à tenir. Doit-il le forcer à se soigner? Doit-il le laisser mourir? Cette indécision révèle son déchirement. Le roi finit par rendre une dernière visite à son fils, le trouvant déjà inconscient. Il lui donne sa bénédiction paternelle, ultime geste de réconciliation avant la mort imminente. Le 26 juillet 1568, Don Carlos expire dans sa cellule de l'Alcazar après 6 mois d'agonie. Sa mort, à 23 ans, met fin à l'une des existences les plus sombres de l'histoire européenne. Les circonstances exactes de cette mort restent mystérieuses. Selon les versions officielles, le prince succombe à la phtisie, maladie pulmonaire aggravée par son état de maigreur extrême. Mais d'autres rumeurs circulent rapidement. Certains évoquent un empoisonnement ordonné par Philippe II, d'autres un suicide par ouverture des veines dans un bain. La vérité ne sera jamais établie. Cette incertitude alimente immédiatement les théories du complot. Les ennemis de l'Espagne s'emparent de cette mort suspecte pour accuser Philippe II d'infanticide. Guillaume d'Orange, leader de la révolte des Pays-Bas, lance publiquement l'accusation. Philippe II aurait fait assassiner son fils sur ordre de l'Inquisition. Cette propagande politique
transforme Don Carlos en martyr de la liberté. Ces accusations, largement reprises dans toute l'Europe, contribuent à noircir définitivement la réputation de Philippe II. La légende noire espagnole trouve là l'un de ses éléments les plus durables. La mort de Don Carlos déclenche une série d'événements tragiques qui semblent confirmer l'existence d'une malédiction familiale. En octobre 1568, Élisabeth de Valois accouche prématurément d'une fille qui ne survit pas. La reine elle-même meurt quelques jours plus tard, officiellement des suites de couches compliquées. Cette disparition, si proche de celle de Don Carlos, alimente les rumeurs d'empoisonnement. Ces deux morts successives et mystérieuses frappent l'imagination européenne. Toute l'Europe se convainc que Philippe II a empoisonné sa femme et son fils dans un accès de jalousie meurtrière. Cette conviction, bien qu'historiquement infondée, devient une vérité admise dans les cours européennes. Philippe II endosse définitivement le rôle du tyran infanticide et uxoricide. L'Espagne se retrouve sans héritier direct, créant une crise dynastique majeure. Philippe II doit rapidement se remarier pour assurer la succession, épousant sa propre nièce, Anne d'Autriche. Ce quatrième mariage consanguin perpétue la malédiction génétique des Habsbourg. Leur fils, Philippe III, hérite des tares familiales, inaugurant une longue série de rois déficients. La mort de Don Carlos ne résout pas le problème de la consanguinité royale. Elle ne fait que le reporter. Philippe III épouse à son tour sa cousine Marguerite d'Autriche, aggravant encore la dégénérescence génétique. Leur fils Philippe IV continue cette tradition maudite en épousant sa propre nièce Marie-Anne d'Autriche. Leur descendant, Charles II d'Espagne, dit l'ensorcelé, incarne l'aboutissement de cette décadence. Charles II, dernier des Habsbourg espagnols, est un être si déficient qu'il ne peut ni parler correctement ni procréer. Sa mort sans descendance en 1700 provoque la guerre de succession d'Espagne. Cette dégénérescence progressive, sur plusieurs générations, montre que Don Carlos n'était que le premier maillon d'une chaîne de malheurs génétiques. Sa mort prématurée l'a peut-être sauvé d'un destin encore pire. La malédiction des Habsbourg devient un cas d'école pour comprendre les dangers de la consanguinité systématique. Les familles royales européennes tirent progressivement les leçons de ce désastre génétique. Mais le mal est fait. L'Espagne perd son hégémonie européenne, en partie à cause de la médiocrité de ses souverains dégénérés. L'Empire de Charles Quint s'effrite sous le règne de ses successeurs déficients. L'histoire de Don Carlos subit rapidement une transformation romanesque qui efface la réalité historique. L'abbé de Saint-Réal, en 1672, publie une nouvelle qui transforme le prince démoniaque en héros romantique. Cette version idéalisée présente Don Carlos comme un jeune homme noble, victime d'un père tyrannique et d'un amour impossible. Elle efface complètement ses troubles mentaux et ses projets parricides. Schiller s'empare à son tour de cette légende pour écrire son drame Don Carlos en 1787. Le dramaturge allemand transforme le prince dégénéré en champion de la liberté et de la tolérance religieuse. Verdi parachève cette transformation avec son opéra Don Carlo en 1867. Le compositeur italien crée un héros tragique et sympathique, totalement déconnecté de la réalité historique. Ses œuvres d'art, infiniment plus séduisantes que la vérité historique, s'imposent dans la conscience européenne. Le vrai, Don Carlos disparaît derrière le personnage romantique créé par les artistes. Cette transformation révèle le besoin humain de transformer les réalités sordides en nobles tragédies. Il est plus facile de pleurer sur un héros romantique que de contempler la réalité d'un prince psychopathe. L'histoire authentique de Don Carlos révèle les dangers terrifiants de la consanguinité systématique pratiquée par les familles royales. En voulant préserver la pureté de leur sang, les Habsbourg ont créé des monstres. Cette tragédie illustre également les conséquences de l'isolement du pouvoir absolu. Don Carlos, privé d'affection paternelle et entouré uniquement de courtisans terrifiés, n'a jamais eu la chance de développer une personnalité équilibrée. La décision
de Philippe II d'emprisonner son fils pose des questions morales complexes. Comment concilier l'amour paternel avec les exigences de la raison d'État? Comment protéger un empire d'un héritier devenu fou et dangereux? Ces dilemmes restent sans réponse satisfaisante. Philippe II a peut-être sauvé l'Espagne d'un règne catastrophique, mais au prix d'un geste qui a entaché sa réputation pour l'éternité. L'absence de solution alternative révèle les limites du système monarchique héréditaire. Quand la nature produit un héritier déficient, le système s'effondre sur lui-même, entraînant des tragédies humaines et politiques. Les ambassadeurs étrangers présents à Madrid ont laissé des témoignages précieux sur les derniers mois de Don Carlos. Leurs correspondances, rédigées pour informer leur souverain, offrent un regard extérieur sur cette tragédie. L'ambassadeur, Français Fourquevaux, décrit un prince physiquement diminué, mentalement instable, mais conservant par moments une lucidité terrifiante. Ces rapports révèlent l'inquiétude des cours européennes face à cette situation sans précédent. L'envoyé vénitien Soranzo peint un portrait encore plus sombre, évoquant un être possédé par le démon, incapable de contrôler ses pulsions violentes. Ces témoignages concordent sur la dangerosité extrême du prince. Les courtisans espagnols, plus discrets par prudence, laissent néanmoins transparaître leur terreur dans leurs écrits privés. Ruy Gomez, proche conseiller de Philippe II, confie ses craintes sur l'hérédité de la folie dans la famille royale. Ces témoignages, multiples et convergents, établissent la réalité des troubles mentaux de Don Carlos. Ils démontrent que les accusations de complot paternel sont largement infondées. La convergence de ces sources diverses, rédigées par des observateurs aux intérêts parfois opposés, confirme l'authenticité des faits rapportés. Don Carlos était bien le monstre décrit par l'histoire. La mort mystérieuse de Don Carlos bouleverse l'équilibre diplomatique européen. Les puissances protestantes s'emparent de cette affaire pour discréditer l'Espagne catholique et son roi. Guillaume d'Orange exploite habilement cette tragédie pour justifier la révolte des Pays-Bas. Il présente Philippe II comme un tyran capable d'assassiner son propre fils, donc indigne de régner sur des peuples libres. Cette propagande rencontre un écho favorable dans toute l'Europe protestante. L'Angleterre d'Élisabeth Ier et la France de Catherine de Médicis utilisent cette affaire pour légitimer leur hostilité à l'hégémonie espagnole. La légende noire de l'Espagne trouve dans l'affaire Don Carlos l'un de ses éléments les plus durables. Cette réputation de cruauté et de fanatisme poursuit l'Empire espagnol pendant des siècles. Philippe II, conscient de ces enjeux, tente de justifier ses actes par des lettres officielles adressées aux cours européennes. Il évoque la nécessité de préserver la foi catholique et l'unité de l'Empire. Ces justifications, malgré leur sincérité probable, ne parviennent pas à effacer les soupçons. L'opinion européenne reste convaincue que Philippe II a fait assassiner son fils par jalousie ou par calcul politique. L'Inquisition espagnole joue un rôle crucial dans cette affaire, légitimant l'emprisonnement de Don Carlos par ses accusations d'hérésie. Cette intervention du tribunal religieux donne une dimension spirituelle au conflit familial. Le cardinal Espinosa, grand inquisiteur et ennemi personnel de Don Carlos, voit dans cette affaire l'occasion de démontrer que nul n'échappe au bras séculier de l'Église. Même un prince de sang royal doit répondre de ses crimes devant Dieu. Cette condamnation religieuse transforme Don Carlos en hérétique officiel, justifiant rétrospectivement toutes les mesures prises contre lui. L'Inquisition efface ainsi toute dimension familiale du drame. Pour Philippe II, cette caution religieuse est essentielle. Elle transforme un geste de père désespéré en acte de foi, un infanticide en service de Dieu. Cette transformation permet au roi de préserver sa conscience. L'Église catholique européenne soutient officiellement Philippe II dans cette épreuve. Le pape lui-même approuve les mesures prises pour préserver l'unité de la foi, même au prix du sang royal. Cette solidarité religieuse isole encore davantage l'Espagne du reste de l'Europe.
Les puissances protestantes y voient la confirmation du fanatisme catholique espagnol et de sa dangerosité. L'affaire Don Carlos marque un tournant dans l'histoire des familles royales européennes. Pour la première fois, un souverain emprisonne et fait probablement tuer son héritier direct pour des raisons d'État. Ce précédent terrible établit que la raison d'État peut l'emporter sur les liens du sang, même dans les monarchies les plus traditionnelles. Cette évolution inquiète profondément les hautes cours européennes. Les familles royales comprennent qu'elles ne sont plus à l'abri de leurs propres démons intérieurs. Si un Habsbourg peut éliminer son fils, aucune dynastie n'est protégée contre ses propres excès. Cette prise de conscience accélère la remise en question du droit divin des rois. Comment un souverain choisi par Dieu peut-il être amené à de telles extrémités? Cette contradiction ébranle les fondements idéologiques de la monarchie absolue. Les cours européennes tirent progressivement les leçons de cette tragédie. Elles commencent à surveiller plus attentivement l'état mental de leurs héritiers et à envisager des solutions alternatives en cas de déficience. Cette évolution contribue à l'émergence progressive des monarchies constitutionnelles, où le pouvoir royal est encadré par des institutions capables de pallier les défaillances personnelles du souverain. Le cas de Don Carlos devient rapidement un objet d'étude pour les médecins de l'époque, qui tentent de comprendre les effets de la consanguinité sur la descendance royale. Les observations médicales recueillies pendant sa détention révèlent l'ampleur des dégâts causés par les mariages répétés entre cousins. Ces données contribuent à une prise de conscience progressive des dangers génétiques. Les médecins constatent que Don Carlos présente tous les symptômes classiques de la dégénérescence consanguine. Malformation physique, retard mental, instabilité psychologique, stérilité probable. Ces observations, compilées avec celles d'autres cas similaires dans les familles royales, conduisent à l'élaboration des premières théories sur l'hérédité des caractères pathologiques. L'Église catholique, initialement hostile à ces recherches qui remettent en question la volonté divine, finit par admettre la réalité des dangers génétiques. Cette évolution ouvre la voie à des réformes du droit matrimonial. Les familles royales européennes commencent progressivement à élargir leur choix matrimonial, cherchant des alliances avec des lignées plus éloignées pour éviter la dégénérescence. La tragédie de Don Carlos inspire immédiatement les artistes de son époque, qui y trouvent tous les ingrédients du drame parfait: amour, trahison, folie, mort mystérieuse. Les premiers récits, encore proches de la réalité historique, mettent l'accent sur l'horreur de cette tragédie familiale. Ils dépeignent un prince possédé par ses démons, incapable de maîtriser ses pulsions destructrices. Mais rapidement, la littérature s'empare de cette histoire pour la transformer selon les goûts de chaque époque. Le XVIIe siècle baroque privilégie les passions excessives et les situations extrêmes. Le XVIIIe siècle des Lumières transforme Don Carlos en victime du despotisme paternel et religieux. Il devient le symbole de la jeunesse, opprimée par l'autorité traditionnelle. Le XIXe siècle romantique achève cette métamorphose en faisant de lui un héros byronien, rebelle et mélancolique, victime de sa propre grandeur. Cette version efface définitivement la réalité historique. Cette évolution artistique révèle la capacité de l'art à transformer les réalités les plus sordides en nobles tragédies. Chaque époque projette ses propres préoccupations sur cette figure historique. L'analyse des sources historiques authentiques révèle un Don Carlos bien différent du héros romantique créé par l'art. Les documents d'époque convergent pour décrire un être profondément perturbé et dangereux. Les rapports médicaux de l'époque, longtemps négligés par les historiens, confirment l'ampleur de ses troubles mentaux et physiques. Ces témoignages scientifiques dissipent les mythes romantiques. Les correspondances diplomatiques, rédigées par des observateurs neutres, corroborent la version officielle espagnole. Don Carlos était bien devenu un danger pour la stabilité de l'Empire. Les archives de l'Inquisition récemment ouvertes aux chercheurs révèlent l'ampleur de ses projets subversifs. Ses contacts avec les rebelles protestants dépassaient largement ce qu'on imaginait.
Cette convergence documentaire établit définitivement la culpabilité de Don Carlos dans les accusations portées contre lui. Philippe II n'était pas un père dénaturé, mais un roi confronté à une situation impossible. La réhabilitation historique de Philippe II s'accompagne d'une réévaluation du rôle de Don Carlos. Le prince n'était ni un héros, ni une victime, mais un malade mental devenu dangereux pour son entourage. L'histoire de Don Carlos pose des questions fondamentales sur la nature du mal et de la folie. Comment un être humain peut-il sombrer à ce point dans la violence et la destruction? Les historiens modernes, éclairés par les progrès de la psychiatrie, reconnaissent en Don Carlos un cas typique de psychopathie aggravée par des lésions cérébrales d'origine génétique. Cette grille de lecture moderne permet de comprendre des comportements qui semblaient inexplicables aux contemporains. Don Carlos n'était pas possédé par le démon, mais victime de sa pathologie. Cette approche scientifique n'excuse pas ses actes, mais les explique. Elle révèle également l'impuissance de son époque face à ce type de troubles mentaux. L'absence de traitement psychiatrique efficace condamnait Don Carlos à sombrer progressivement dans la folie meurtrière. Sa tragédie illustre les limites de la médecine de son temps. Cette dimension pathologique de l'histoire éclaire d'un jour nouveau les relations familiales au sein des dynasties royales. Combien d'autres drames similaires ont été étouffés par la raison d'État? 4 siècles après sa mort, Don Carlos continue de fasciner historiens et romanciers. Son histoire condense tous les traumatismes de l'Europe moderne, guerre de religion, absolutisme royal, dégénérescence aristocratique. Cette fascination durable révèle la portée universelle de cette tragédie. Au-delà de l'anecdote historique, elle pose des questions éternelles sur le pouvoir, la famille, la folie. Les historiens contemporains tentent de séparer les faits de la légende, s'appuyant sur l'ouverture progressive des archives et les progrès de la recherche historique. Cette démarche scientifique restitue progressivement la vérité historique, mais elle ne peut effacer complètement l'impact des œuvres artistiques qui ont forgé l'imaginaire collectif. Don Carlos reste ainsi prisonnier de sa propre légende, écartelé entre la réalité sordide de son existence et l'image romantique créée par les artistes. Cette dualité permanente entre histoire et mythe fait de lui une figure emblématique des ambiguïtés de la mémoire collective européenne. L'histoire authentique de Don Carlos dépasse en horreur toutes les fictions imaginées par les romanciers. Cette réalité historique révèle l'abîme de souffrance et de violence qui peut naître de la conjonction entre pouvoir absolu et folie héréditaire. Le prince démoniaque emmuré vivant dans l'Alcazar de Madrid incarne tous les cauchemars de l'humanité. L'enfant qui devient un monstre, le fils qui veut tuer son père, l'héritier qui trahit son patrimoine. Cette accumulation de transgressions fondamentales explique la fascination durable exercée par cette figure. Don Carlos viole tous les tabous sur lesquels repose la civilisation occidentale. Sa mort dans l'isolement et l'oubli, sans rédemption ni grandeur tragique, rend son histoire plus terrifiante que toutes les œuvres d'épouvante. L'horreur réelle dépasse toujours la fiction. L'emmurement de Don Carlos dans sa cellule devient ainsi le symbole parfait de cette tragédie sans catharsis. Emmuré vivant, il incarne l'impasse absolue d'une existence vouée au mal, dès sa conception. Cette vérité dérangeante explique pourquoi la légende a si rapidement remplacé l'histoire. Il est plus supportable de pleurer sur un héros romantique que de contempler l'abîme d'une âme véritablement damnée. Mais c'est précisément cette réalité insoutenable qui fait de Don Carlos une figure véritablement terrifiante. Bien plus effrayante que tous les monstres créés par l'imagination humaine. Car lui, il a vraiment existé.